tout de suite nous donner toutes ces solutions, on va dire, que l'on peut trouver sur le marché actuellement. À toi, Flore. Bonjour à tous, oui, donc Flore Bellancourt, je suis prescripteur pour une entreprise adhérente du SNBPE. Et maintenant que vous avez vu les différents constituants du béton, notre savoir-faire étant de savoir les mélanger dans des proportions bien différentes pour avoir une multiplicité de recettes béton, comme l'a dit Pierre-Antoine, ce que l'on nomme nous une formulation. Ce qu'on vous propose à présent, c'est de développer un peu l'éco-conception, de parler des bétons spéciaux, des innovations que l'on a dans le domaine et des bétons bas carbone. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la filière a énormément investi et continue d'investir pour opérer un virage technologique majeur qui va permettre de répondre aux enjeux bioclimatiques, économiques et de ressources de demain. Les avancées scientifiques et techniques, elles se concrétisent. Les recherches, elles s'accélèrent pour réduire les impacts environnementaux des systèmes constructifs béton, tout en essayant de conserver les propriétés et les performances techniques, mais également les propriétés sanitaires du béton, ainsi que sa durabilité supérieure et en maintenant une économie viable. Alors, en ce qui concerne l'éco-conception, qui consiste simplement, entre guillemets, à intégrer l'environnement dès la démarche de conception, dès la phase d'esquisse, c'est-à-dire les innovations actuelles en matière de formulation de béton, elles vont concerner l'ouvrage, c'est-à-dire la conception et le dimensionnement, par exemple, mais ça va concerner aussi le matériau, un béton dit bas carbone ou éco-conçu, on est un exemple. On va avoir également l'optimisation des constituants, avec une exploitation des matières premières qui va être rationalisée ou un recyclage des matériaux. Et on va travailler aussi sur le process de fabrication des liants. Alors l'objectif étant d'essentialiser la matière, de conserver l'existant au maximum et de mixer les matériaux pour les réutiliser ou les réemployer en utilisant des déchets ou des coproduits. Aujourd'hui, l'éco-conception, elle nécessite d'intégrer dès la phase esquisse l'ensemble des acteurs d'un chantier de construction, et donc y compris les industriels de notre filière qui ont des solutions innovantes et de rupture pour remporter des défis carbone et énergétiques, mais encore faut-il les laisser finalement s'intégrer dès la phase amont et pas les laisser en bout de processus. Aujourd'hui, il y a des possibilités de baisser les poids carbone si l'industriel participe à la conception du projet. Alors, donc l'innovation est au service de l'éco-conception. On a des produits qui vont être conçus pour des solutions constructives éco-performantes qui vont contribuer à l'aménagement durable des territoires. Donc on va vous présenter ici les bétons à ultra haute performance, les bétons autoplaçants, les bétons structurels isolants. On va parler également de béton auto-nettoyant, de béton drainant, de béton bas carbone. Mais il y a pléthore d'autres solutions qu'on n'a pas forcément le temps de développer ici, qui montrent toutes les innovations sur le produit. Alors, pour commencer sur les BFUP, les bétons fibrés ultra haute performance, c'est des matériaux à matrice cimentaire renforcés par des fibres. Leur résistance en compression, elle va être supérieure à 130 mégapascales, elle peut aller jusqu'à 250 mégapascales. Pour mes mots, un béton classique dans un voile intérieur de bâtiment, on est sur 25 mégapascales. Donc les résistances du BFUP, elles sont 5 à 10 fois supérieures à celles du béton classique. Ce qu'on va rechercher dans le BFUP, c'est l'optimisation de la compacité de l'empilement granulaire avec l'utilisation de fines et d'ultra fines, donc les fumées de silice qui vous ont été présentées tout à l'heure par Julien, mais aussi des fibres polymères pour la tenue au feu, des fibres organiques en application architectonique par exemple. Tout ceci pour garantir en fait l'absence de porosité capillaire. Donc les BFUP, ils offrent des performances et des propriétés exceptionnelles. On a de nouvelles perspectives constructives et de nouveaux domaines d'application, de par la grande ouvrabilité, les résistances mécaniques, la ductilité et la faible porosité. Clairement, aujourd'hui, le BFUP, ça révolutionne les techniques de conception et de mise en œuvre. Leurs caractéristiques, elles confèrent également la possibilité de redimensionner les sections d'ouvrage. On a certes une résistance beaucoup plus importante et du coup, les sections peuvent être beaucoup plus faibles et donc on a moins de matière utilisée et un impact réduit. Aujourd'hui, au-delà des performances mécaniques impressionnantes, le BFUP, c'est un matériau qui peut également être utilisé pour ses qualités esthétiques, notamment les qualités esthétiques de parement.
On a plusieurs applications. On va avoir des pare-bancs de façade, des résilles décoratives, des brise-soleil, des renforcements de structure, des formes minces travaillant en membrane, des renforcements de dalles orthotropes métalliques, des structures mixtes acier BFUP et du mobilier urbain et architectonique. Donc, pour les résilles, le MUSEM est un exemple. Le Musée des civilisations de la mer à Marseille, il est assez connu, sans forcément revenir sur les détails, mais voilà, on a quelques photos où on montre les poteaux arborescents, des résilles un peu plus en détail ici avec le détail des façades. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a 70 mètres, hein, c'est la portée de la passerelle qui va relier, comme vous voyez à droite, le MUSEM au Fort Saint-Jean. Aujourd'hui, les sections de la passerelle, elles sont extrêmement réduites, hein, comparées à ce qu'on serait capable de faire avec des sections d'acier. Donc aujourd'hui, c'est le seul matériau qui permet d'avoir cette faible épaisseur quand on fait ce genre d'ouvrage de génie civil. Un autre exemple de ce qu'on peut faire en BFUP, ça va être le stade de Jean-Bouin, avec une structure en coque tridimensionnelle. On a un assemblage d'éléments triangulaires, encore l'architecte Rudy Ricciotti. Donc les diverses applications, hein, je reviens, mais c'est voilà, des planches décoratives, des voies souterraines, des décorations de façade multiples. On a des passages supérieurs, par exemple, sur la 51. Et pas mal d'ouvrages de génie civil. Donc là, c'est la passerelle des Ganges, encore de Rudy Ricciotti. Les autres applications, plus anecdotiques, mais ça va être le mobilier urbain et le mobilier décoratif d'intérieur. Donc voilà pour une présentation rapide du BFUP. Ensuite, je vous propose de parler du béton autoplaçant. Donc, l'offre des bétons autoplaçants et des bétons autonivelants, elle couvre toute la gamme de performances mécaniques, hein, des résistances courantes, des résistances très élevées. Elle va permettre d'obtenir une très grande variété de textures, de teintes et d'aspects de surface. Les propriétés du béton durci, elles vont être à peu près analogues au béton traditionnel. Par contre, c'est un béton qui va permettre de faciliter la mise en œuvre du béton en réduisant la pénibilité des compagnons sur chantier. Ça va limiter le temps de leur mise en œuvre par pompage, alors soit par le haut, soit en injection par le bas. Ça va favoriser une plus grande qualité des pare-bancs. Ça va permettre de réduire sensiblement les impacts sonores et vibratoires sur les chantiers ou dans les usines, ce qui est important en milieu urbain. Et ça va améliorer également les conditions de travail et la sécurité des ouvriers. Donc, c'est des bétons qui vont être utilisables pour la réalisation à la fois d'ouvrages horizontaux et d'ouvrages verticaux. Et on a ça sur tout type de chantier, hein, que ce soit du bâtiment ou du génie civil. Voilà, quelques exemples, quelques photos. Au milieu, vous avez un cerf avec une micro-désactivation sur un béton autoplaçant, et puis en dessous, un béton autoplaçant avec une matrice qui a permis de donner cet effet un petit peu planche de bois. Je vous invite à aller sur le site InfoCiment et à télécharger une fascicule sur les bétons autoplaçants qui est très bien faite. C'est la solution béton, les bétons autoplaçants. Alors, les autres types de béton qu'on peut trouver sur le marché, ça va être des bétons isolants qui vont avoir des propriétés thermiques et acoustiques particulières. Donc, on va commencer par le béton de chanvre. Le béton de chanvre, en fait, c'est un complexe de matériaux naturels qui va associer chaud et chanvre. Donc, on a la chenevotte qui est constituée par la paille de chanvre qui va être fabriquée à partir de la tige de la plante. C'est une plante qui ne nécessite aucun traitement phytosanitaire. Elle demande peu d'eau. Elle va faciliter en plus la régénération des sols agricoles. C'est le béton de chanvre, un béton qui va être léger, hein, voire même parfois ultra léger, qui va avoir un comportement thermo-hydrodynamique qui va permettre la réalisation d'ouvrages performants en adéquation donc, avec les réglementations actuelles, mais notamment avec la nouvelle réglementation RE 2020. Ça fait partie, le béton de chanvre, des matériaux biosourcés qui sont utilisés pour construire, rénover, hein, beaucoup également, et restaurer un certain nombre de bâtiments, hein, de la maison individuelle à l'habitat collectif, en passant par les ERP et le tertiaire. Il peut également être utilisé en remplacement de torchis dégradés, le béton de chanvre. Et alors après, on peut parler aussi de la mousse de ciment.
Là, on est pour la mousse de ciment sur une rupture technologique sur le marché de l'isolation, puisque c'est une mousse qui va améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, du sol au plafond. C'est une technologie qui est une mousse entièrement minérale, à base de ciment à faible densité, ce qui permet de piéger un grand volume d'air à l'état sec et d'obtenir des propriétés thermiques qui vont être comparables à celles des matériaux d'isolation traditionnels. Mais on a une faible, voire très faible densité. On va avoir un coefficient d'isolation thermique qui va être intéressant. Et c'est sa composition même qui lui confère tous ses premiers avantages. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que c'est 100% minéral. On va avoir donc une résistance au feu qui va être maximale. C'est une mousse qui offre une excellente durabilité. Elle est 100% recyclable. Et lors de la déconstruction, elle va s'effectuer facilement avec les gravats et être facilement triable et réutilisable. Enfin, pas réutilisable en l'état, mais recyclée. Et puis, elle est utilisée globalement pour faire des toits terrasses, des planchers, pour remplir également des blocs béton. On a un certain nombre d'usines sur le territoire qui utilisent cette technologie. Et puis, également, faire de l'isolation en comble. Donc, la minéralité de cette solution fait qu'elle n'attire pas les rongeurs, à l'inverse d'autres solutions. Elle ne va pas non plus se tasser dans les parois. Et elle a la capacité à adapter en fait performance thermique et performance structurelle en fonction des besoins. Aujourd'hui, c'est un système et un béton qui séduit de plus en plus les concepteurs de projets et même de plus en plus des particuliers, notamment pour la partie isolation en comble. Alors, je passe vite, mais aujourd'hui, on a également, vous connaissez peut-être, tout ce qui va être béton isolant structurel. Aujourd'hui, c'est un béton qui s'utilise dans les façades de bâtiments, qui va avoir à peu près les mêmes résistances mécaniques que les bétons traditionnels. On est sur des voiles, par exemple, en 25 mégapascales. Mais aujourd'hui, c'est un béton qui a une conductivité thermique beaucoup plus faible que les bétons traditionnels, aux alentours de 0,54. Et le fait d'utiliser ces bétons en façade permettent de limiter considérablement les déperditions linéiques et de limiter les ponts thermiques au niveau de l'interface entre les planchers et les façades. Aujourd'hui, globalement, dans les études, on a à peu près une réduction, quand on utilise ce genre de béton, une réduction de 35% au niveau des ponts thermiques. Donc, c'est une alternative à un béton qui peut être intéressant. Et à chaque fois, c'est le jeu sur la formulation et les différents constituants qui permettent d'obtenir ces caractéristiques. Un autre exemple, ça va être, pour montrer un peu toutes les innovations qui existent, c'est les bétons auto-nettoyants qui vont avoir des propriétés de dépollution. C'est une solution qui permet de neutraliser grâce à un agent dépolluant des gaz nocifs. Donc ça va être des coves telles que les NOx qui vont éviter d'être rejetés dans l'atmosphère, qui vont être transformés en NO2, donc c'est une espèce qui est non toxique pour la santé. Donc les familles des NOx, elles sont composées principalement de monoxyde d'azote et de dioxyde d'azote. Et c'est la plus impliquée finalement dans les mécanismes de pollution atmosphérique, qui est responsable d'un grand nombre de problèmes de santé, et notamment respiratoires. Les principaux émetteurs étant les véhicules à moteur thermique. Et on a quelques beaux projets qui ont été réalisés avec cette technologie. Donc je cite ici la maison de la Corée à Paris ou encore l'église du Millénium à Rome. Alors pareil, un peu plus anecdotique aussi, mais ça va être les bétons transparents, qui sont des bétons translucides qui permettent de jouer avec la lumière. On a une solution pour du coup, réduire l'éclairage et donc la consommation d'énergie due à l'éclairage. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est une réalisation de 2010, le pavillon italien de l'exposition universelle de Shanghai. Alors, je vais m'arrêter peut-être un peu plus sur cette diapo, mais l'impression additive 3D se multiplie de plus en plus. On a de plus en plus de travaux et de projets. On n'est plus à l'état expérimental aujourd'hui avec cette technologie. On est de plus en plus efficace et mature sur le sujet. Alors, il y a un certain nombre de laboratoires universitaires, d'entreprises et de startups qui travaillent. Ils anticipent vraiment une demande croissante pour cette technologie qui va permettre de concevoir rapidement des pièces complexes avec une économie de matière certaine et donc une réduction du poids carbone. Et puis en plus, au-delà de ça, on a des avantages qui peuvent être économiques, puisque du coup, on n'a pas de retard de chantier, on est très peu dépendant du temps et des conditions climatiques.
Donc, par contre, ça demande un équipement spécifique, hein. Soit on est sur des constructions hors site, soit on est sur des constructions site et c'est la machine qui vient sur le chantier. Et puis, on a pour ce qu'on appelle l'encre de la machine, hein, c'est une formulation de béton très particulière qui va être nécessaire. Donc aujourd'hui, on considère vraiment ce mode de construction comme un nouveau point d'étape qui va être intéressant et qui va offrir des perspectives nouvelles en matière de construction. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir qu'on va allier impression 3D et BFUP, ce qui vous a été présenté avant, et c'est ce qui permet d'ouvrir tout le champ des possibles aujourd'hui. Bon, le béton est connecté aussi, hein, mis à part le fait que la plupart des bétons particuliers ont des objets BIM. On a également des technologies dérivées de la RFID qui permettent d'intégrer une puce lors du coulage du béton pour avoir, par exemple, une meilleure traçabilité ou avoir en direct l'information du poids carbone d'un béton. Mais voilà, il y a certains maîtres d'ouvrage qui l'utilisent pour toute autre fin, voilà, dans des parcs publics ou autres. C'est pour vous montrer un petit peu tout le champ des possibles. Alors, les solutions constructives en béton, elles offrent leurs propriétés et les performances pour la construction des ouvrages de production d'énergie renouvelable et de mobilité, hein, dans une logique d'aménagement durable des territoires et de transition écologique. Et c'est le cas pour les 2500 barrages métropolitains et d'outre-mer. Aujourd'hui, le béton est nécessaire. Et d'une manière générale, c'est des ouvrages de génie civil qui sont dimensionnés pour une durée d'utilisation de plus de 100 ans. Toujours dans la même continuité, hein, le béton, c'est un élément essentiel également pour tout ce qui va être fonctionnement des éoliennes. Donc, on l'oublie très souvent, mais voilà, déjà à fin 2019, on comptait 1942 installations éoliennes. Et ces aérogénérateurs ont 90% de leur poids qui sont en béton. Il faut à peu près 550 mètres cubes de béton par éolienne, avec un ferraillage extrêmement particulier pour faire fonctionner les mâts et pour qu'ils puissent résister au vent. Le béton a un rôle à jouer également dans la gestion de l'eau. L'utilisation de béton drainant permet de lutter contre l'imperméabilisation des sols. Ça permet de réaliser un certain nombre d'ouvrages, des pistes cyclables, des cheminements piétons, des parkings de véhicules légers ou même de la rétention d'eau en toiture-terrasse. Les capacités drainantes des bétons sont de l'ordre de 50 litres mètre carré seconde. Mais il y a également d'autres technologies en béton, hein, des pavés drainants, des pavés poreux, des dalles engazonnées. Voilà, toutes ces solutions qui permettent quand même d'embellir un peu les aménagements urbains. Alors, le béton porté par la filière s'investit de plus en plus dans des projets de repeuplement des fonds marins et des cours d'eau. Le béton a un avantage, hein, avec sa grande plasticité, sa durabilité et sa résistance. Il va s'adapter parfaitement aux contraintes physiques de la biodiversité. Et donc, on a un certain nombre de projets comme des passes à poissons qui sont réalisés en béton, mais également en impression 3D des récifs biomimétiques qui vont être faits par exemple dans les calanques de Corso à Marseille, ou encore des peuplements de récifs artificiels le long de la route du littoral, par exemple à La Réunion. Alors, ce qu'il faut retenir sur les bétons spéciaux, c'est que l'innovation va repousser les limites de la technique. Elle contribue au respect des populations et de la biodiversité. Leur utilisation, c'est les bétons spéciaux, ils vont satisfaire au génie des architectes, permettre de décorer, aménager et puis drainer et relier les hommes. Et aujourd'hui, le béton, on s'accorde à dire que c'est une pierre liquide. C'est le plus ancien des matériaux d'avenir. Il garantit depuis les Romains la pérennité et la durabilité des ouvrages. Pour réduire l'empreinte carbone de les constructions, c'est quand même mieux de construire sur 100 ans que sur 50 ans. Alors, on voulait faire un focus, oula, je passe un peu trop vite, sur les bétons bas carbone. Il reste 10 minutes, mais globalement, on a de nouveaux défis de la RE 2020. Ça va être de recourir à des modes constructifs peu émissifs, de consommer moins d'énergie et de l'énergie décarbonée, de garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur.
Donc l'empreinte carbone dans le secteur de la construction et le BTP, c'est un enjeu majeur pour la RE 2020. Et aujourd'hui, il y a des solutions donc pour réduire l'empreinte de la construction et atteindre cette neutralité carbone. Donc il faut développer une approche globale en s'appuyant sur des solutions de réduction qui sont déjà mises en œuvre et des futures solutions qui sont en phase de développement, de recherche ou de dépôt d'avis techniques. C'est une ambition qui est structurante, qui repose sur des efforts collectifs de l'ensemble des acteurs de la construction, du concepteur au maître d'ouvrage et entreprises et industriels. Donc la filière béton, elle inscrit sa feuille de route dans les trajectoires qui sont proposées par la stratégie nationale bas carbone de réduction de l'empreinte carbone des bâtiments, qui va être fixée entre moins 35 et moins 40% pour 2030. Et les leviers de notre filière pour atteindre l'objectif de cette neutralité, ça va être le développement de nouveaux clinquers et de ciment, le développement et la modernisation de nos usines de production, mettre aussi le bon béton au bon endroit, les bonnes armatures, les rationaliser et avoir une conception rationalisée également. Alors j'accélère parce que je vois le temps qui défile et j'ai plein de choses à raconter. Mais pour ce qui est du bas carbone, on doit également adapter les formulations et la logistique, utiliser différemment les additions, les ultra-fines, optimiser l'empilement granulaire, développer de nouveaux adjuvants, comme l'a dit Pierre-Antoine, utiliser l'approche performantielle, mais également optimiser la préparation de chantier et la logistique. Aujourd'hui, si on arrive à réduire tout ce qui est retour béton sur chantier, c'est estimé les retours béton à 3% de l'empreinte carbone. On va avoir également l'intérêt d'adapter les armatures et les techniques de mise en œuvre. Les armatures en acier, elles vont compter pour en moyenne 20% de l'empreinte carbone du béton armé. Donc, il existe plusieurs moyens de baisser cette empreinte, notamment augmenter le module limite d'élasticité en passant de 500 mégapascales à 600 par exemple, pour réduire la quantité d'acier nécessaire, ou alors développer l'utilisation de manchons pour limiter les recouvrements entre armatures. L'utilisation de la précontrainte par post-tension, elle permet également d'optimiser sensiblement les structures. Ce n'est pas forcément une technique qui est utilisée dans le bâtiment en France, mais c'est utilisé dans d'autres pays européens pour des dalles, dallages, planchers et poutres. Et peut-être que par la suite, il faudrait modifier nos systèmes de construction pour baisser l'empreinte carbone. Il va falloir également utiliser moins de matériaux, donc éviter la déconstruction des structures existantes, mais également diminuer l'épaisseur de 1 cm des voiles béton, qui permet de réduire quand même de 6% l'empreinte. Ça va également de diminuer les sections des poteaux au fil des étages, ou d'augmenter en fait les résistances à la compression de certains poteaux pour diminuer la section et donc réduire le poids carbone. Donc, si en augmentant la résistance à la compression, on augmente un tout petit peu le poids carbone de la formule béton. Ça va être également de réfléchir pour passer sur des voiles pleins à des voiles en bloc béton. Et puis de concevoir des structures innovantes. Concevoir des structures innovantes, ça veut dire utiliser de plus en plus les performances des BFUP, recourir à l'industrialisation, à la préfabrication, à la construction hors site, beaucoup plus travailler sur la mixité constructive et pourquoi pas développer l'impression 3D. Pour utiliser moins de matériaux, c'est peut-être passer de structure poteau-dalle à poteau-poutre, poteau-dalle à poteau-poutre alourdi. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'optimisation dans le choix du type de fondation, elle peut être un levier important de diminution de l'empreinte carbone. Donc toujours dans l'idée d'utiliser mieux le matériau, on l'a dit un petit peu, mais ça va être d'augmenter la résistance des éléments en vertical. Aujourd'hui, on a fait plusieurs calculs avec des bureaux d'études structures et on se rend compte que pour pas mal de projets, remplacer par exemple des poteaux en C25-30 avec 110 kg d'armature par des poteaux en C50-60 à 140 kg d'armature permet de réduire le poids carbone presque des fois de 20% sur le bâtiment. Alors même si les formules béton au mètre cube de béton armé, elles peuvent avoir un poids carbone plus important, au final sur l'opération, vu qu'on diminue la quantité de matière, on gagne. Ça va être aussi d'optimiser vraiment le choix des classes d'exposition, notamment des fois sur des façades qui sont protégées, pas forcément aller sur du XC4, mais rester sur du XC1. Et encore une fois, utiliser la précontrainte. Changer le type de béton, donc je ne vais pas forcément passer du temps là-dessus parce que c'est déjà ce que vous a présenté Pierre-Antoine d'Argenteau. Et aujourd'hui, jouer sur la typologie de ciment va permettre d'avoir un impact considérable sur le poids carbone du béton au final.
En ordre de grandeur, voilà, le CM2A, on est aux alentours de 200 kg CO2 par mètre cube. Quand un CM3A, on va être aux alentours de 140 kg CO2 par mètre cube, et un CM3B plutôt aux alentours de 110 kg CO2 par mètre cube. Alors, je suis allée vite, mais du coup, les quelques points à retenir, les messages clés qu'on voulait faire passer, c'est que le béton va représenter moins de 2% de l'empreinte carbone CO2 moyenne d'un Français. On va avoir une empreinte plus faible de ce que l'on pense, hein, c'est 45 grammes de CO2 par kilo. L'empreinte carbone des ciments, l'ordre de grandeur, c'est entre 169 et 765 kg de CO2 par tonne. Les armatures, ça compte pour une moyenne de 20% de l'empreinte carbone du béton armé. La consommation de béton dans le logement collectif, elle va se situer entre 0,8 et 1 mètre cube par mètre carré. L'empreinte gros œuvre dans le collectif, ça varie entre 200 et 250 kg de CO2 pour une empreinte EGS de 750 kg de CO2 par mètre carré. Et enfin, l'économie circulaire, à terme, fera que le béton sera composé de 97% de coproduits et de résidus. Hop. Donc aujourd'hui, le béton, l'avantage par rapport à d'autres matériaux, c'est son côté très local qui minimise les transports. On a très peu d'importation de matériaux, donc ça génère énormément d'emplois de proximité. Et puis toutes les autres façons non comptabilisées qu'a le béton de baisser l'empreinte carbone d'un bâtiment, ça va être l'inertie thermique, 5 fois supérieure au bois par exemple. Ça va être le fait que le béton ait une durabilité qui permet d'amortir l'empreinte carbone sur plusieurs vies du bâtiment. Il faut penser voilà, des fois à ce qu'un bâtiment de logement puisse un jour se transformer en bâtiment de bureau. On va avoir également le fait que le bâtiment il a un effet albédo, et son impact il va être positif sur les îlots de chaleur urbains. Ça, c'est ce qu'a expliqué un petit peu Julien tout à l'heure. On a la capacité du béton à accueillir la biodiversité dans chaque aménagement. On va avoir sa capacité à limiter également l'étalement urbain, donc les transports, donc diminuer le poids carbone en permettant d'exploiter l'espace souterrain et de construire beaucoup plus haut. Et on insiste sur le fait que le béton a une capacité de durer dans le temps de plus de 100 ans. Donc pour conclure, la durabilité, l'inertie, le confort d'été, la proximité des unités de production font que le béton est plus que jamais le matériau de tous les possibles adopté par le bâtiment et le BTP. Donc non content de rester dans la course, le système constructif en béton se glisse en fait dans le peloton tête des matériaux de construction. Grâce à l'énergie de chacun dans la filière construction, on est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés. Tous les acteurs de la filière béton sont engagés vers la neutralité carbone. Donc c'est l'affaire de tous, concepteurs, architectes, bureaux d'études, entreprises. Et je vais insister sur ce fait. Aujourd'hui, il n'y a pas que le cimentier qui est prêt, qui doit faire des efforts, mais également tous les autres industriels dans le domaine du second œuvre qui doivent faire aussi leur part. Donc il n'y a pas une solution magique, mais une multitude de solutions qui se traduiront par des investissements lourds pour la filière pour réussir à réduire l'empreinte carbone. Alors j'ai un problème dans les diapos, j'ai l'impression. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller voir, il y a un fascicule qui est très bien fait sur le site du SNBPE qui réexplique et qui propose une définition du bas carbone parce qu'elle n'existe pas actuellement et qui vous donne des indicatifs de poids carbone. Et il y a également un solution béton sur l'empreinte carbone des bétons qui est disponible sur InfoCiment. Et Agnès, je te laisse reprendre la main sur la diapo parce qu'il y a un petit bug. Merci à tous. Merci beaucoup, Flore, de tous ces détails de solutions aujourd'hui à la disposition de chacun d'entre vous. J'ai quelques questions qui ont défilé pendant ton intervention. Une question peut-être plus pour Jean-Marc.
savoir quel est l'avenir des additions type fumée de silice et cendres au regard des arrêts de process industriels, charbon, fermeture de certaines usines. Existe-t-il des essais validés avec des cendres de biomasse pour la formulation de béton? Alors, pour les cendres volantes, effectivement, il y a aujourd'hui une production qui est plutôt en baisse. Néanmoins, il reste encore des stocks relativement importants de cendres volantes. Quant aux cendres de biomasse, bien comme c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure pour les fibres biosourcées, il y a des études en cours, donc il n'est pas du tout impossible que d'ici quelques temps, ce sont des matériaux qui sont utilisés. D'ailleurs, c'est ce que disait Flore. À terme, il y aura de plus en plus de matériaux provenant soit de recyclés, soit d'autres natures dans les bétons. Donc, c'est une évolution, effectivement, qui sera suivie. En ce qui concerne la fumée de silice, le silicium est encore, je pense, quelque chose qui est relativement d'actualité. Donc, tout au moins à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas de pénurie à court terme, me semble-t-il. Mais je ne suis pas un spécialiste du sujet. On nous demande également quelle est l'empreinte carbone du BFUP. L'empreinte carbone du BFUP, elle est directement liée au dosage en ciment. Hein. Donc, c'est sûr que vous avez des dosages, quand on tourne à 700 kg de ciment au mètre cube, bien, on a l'impact. Donc, comme généralement, ce sont plutôt des ciments type CEM1 ou CEM2. Donc, c'est vrai que c'est des dosages, c'est des impacts carbone assez élevés. Mais si on en met 10 fois moins qu'un béton classique, même si l'impact carbone est 5 fois plus élevé, globalement, on est gagnant. Et la densité de la mousse ciment? Alors là, je ne peux pas répondre. Joker. Joker. Flore, connaît... Oui, alors de mémoire, je ne l'ai pas, mais je vais tout de suite ouvrir la fiche technique. En attendant, question, voilà. oui, en attendant, autre question. Est-il possible d'utiliser des armatures en fibre de carbone? Alors, je sais qu'il y a eu des recherches sur les armatures en fibre de verre. Fibre de carbone, il y a eu des études de renforcement avec des tissus en fibre de carbone. Voilà, ça, c'est des questions qu'il faudrait plutôt poser aux gens spécialistes des Eurocodes et des entreprises, puisque a priori, il n'y a pas d'opposition, mais je ne sais pas si ça se fait encore de manière courante, mais j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas d'interdiction. Une autre question d'Ali, est-ce qu'on connaît les bilans CO2 des ciments utilisés pour les BFUP? C'est les mêmes bilans, c'est les mêmes ciments que les bétons utilisés, que les ciments utilisés pour des bétons classiques. C'est simplement le dosage qui change, mais le ciment est identique. Hein, Alors, une personne a trouvé la réponse de Flore. La densité de la mousse de ciment, apparemment, c'est de 50 à 400 kg le mètre cube. Oui, je confirme. C'est bien ça. Ok, parfait. Merci. Merci. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de vos questions. Merci de votre participation. Merci pour votre écoute. On remercie évidemment l'ensemble des participants. Merci Flore, merci Julien, merci Pierre-Antoine, Nicolas, Jean-Marc. Et soyez assurés en tout cas que nous sommes convaincus que notre filière est ambitieuse et prête à relever le défi de la neutralité carbone qui est l'affaire de tous les matériaux, de toutes les filières.
Et je vous donne rendez-vous le 26 octobre prochain au matin pour un prochain webinaire sur la thématique de la mise en œuvre des bétons. Merci à tous. Merci.